l'émission Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Aujourd'hui, nous allons parler de la honte de l'éviction de Bazoum à la tête de son pays au Niger, et puis du cannibalisme dans les armées de deux pays au moins du Sahel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire face à l'exogénité de l'implication des uns et des autres, vu que on se posera la question de savoir si l'Ukraine aussi y est ou pas. En tout cas, il y a des signes ou encore des appels, ou du moins des appels du pied vers l'Ukraine pour s'intéresser au combat, surtout à ce qui a eu lieu tout dernièrement à Tinezawaten. Pour en parler, j'ai sur le plateau Maxence Sommet, membre de plusieurs think tanks africains, et Jérôme Pignet, du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Et nous sommes donc trois pour en parler pendant 1 heure et trouver éventuellement des solutions ou des propositions de solutions pour sortir de tout ça. Voilà, sans plus tarder. Alors, Jérôme, Bazoum, ça fait 1 an qu'il est tombé dans des conditions exceptionnelles, différentes du moins de ce qui s'est passé au Mali, au Niger ou en Guinée. Tout à fait. Effectivement, le président Mohamed Bazoum est toujours aujourd'hui emprisonné dans le palais présidentiel à Niamey depuis 1 an. Triste anniversaire pour un pays qui était sur la bonne voie. Rien n'était probablement parfait au Niger, sur le plan économique, sur le plan politique, en termes de vivre ensemble aussi, mais en matière de lutte contre le terrorisme, des efforts conséquents avaient été faits depuis quelques années. Ça faisait 2 ans de mandat pour le président Bazoum. Il n'a toujours pas démissionné, donc c'est vrai que c'est aussi une situation inédite. Il est emprisonné. Maintenant, on l'a déchu de son immunité diplomatique. Donc l'objectif de la junte, c'est évidemment de le juger. De le juger pourquoi et sur quelle base, on ne sait pas trop. C'est plus qu'une cacophonie, c'est le chaos. Et c'est assez symptomatique de ce qu'on voit dans toute la sous-région, malheureusement, avec aujourd'hui surtout un risque de prolifération de la menace terroriste sur les pays du Golfe de Guinée et un contexte politique qui est particulièrement volatile dans la majorité des pays de la sous-région. Alors, Max Sommet, vous, le grand voisin de ce grand pays, du Burkina, comment avez-vous analysé les contextes de la chute de Bazoum il y a 1 an? En fait, du Burkina, nous, on a vu venir la chute du Bazoum, puisque, contrairement à la jeune malienne, la jeune burkinabé appelait ouvertement au renversement de Bazoum. Parce que autant eux, ils disent à qui veut l'entendre qu'ils sont libres de choisir souverainement leurs partenaires stratégiques, c'est qui? enfin, les jeunes militaires. Autant ils dénient à leurs voisins ce même droit-là. C'est ça qui est extraordinaire. De la même façon que le Burkina et le Mali sont libres de choisir comme partenaire stratégique la Russie, de la même manière, le Niger avait le droit de choisir comme partenaire stratégique la France et les États-Unis. Donc, ça veut dire que le Niger, la chute de Bazoum a été beaucoup plus programmée de l'extérieur, c'est-à-dire par les deux voisins Mali, Burkina, plus que par le Niger lui-même, ou bien c'était dans le même temps et avec la même vision? Non, en fait, comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans plusieurs groupes de réflexion et puis dans plusieurs communautés OSINT aussi, Open Source Intelligence. Donc, je surveille tout ce qui se passe au niveau médiatique dans la région. Excusez-moi. Et donc, moi, j'ai très bien vu, il y a eu plusieurs incidents. Il y a eu un général nigérien lors d'une cérémonie où la pression des propagandistes pro-russes commençait à monter, qui avait fait remarquer qu'eux, ils ont des résultats concrets et que ce n'est pas comme la propagande et les slogans creux au Mali et au Burkina Faso. Cela avait énormément déplu, bien sûr, au Mali et au Burkina Faso. Ils ont répondu chacun par un communiqué colérique comme ils en ont l'habitude. La différence, c'est que si vous lisez le communiqué du gouvernement burkinabé, c'était un appel clair au renversement de Bazoum. Une autre fois, ils ont sorti une vidéo
de Mohamed Bazoum hors de son contexte, dans lequel Bazoum disait que les groupes armés terroristes étaient parfois plus aguerris et mieux équipés que nos armées. Et ils ont fait un communiqué, ils ont monté ça en sauce pour dire aux militaires nigériens qu'il faut qu'ils prennent les responsabilités et virer Bazoum. Ouais. D'accord. Jérôme, on a vu que tout de suite après, la CEDEAO s'est fortement mobilisée, et même les Nigérians, pour que Bazoum ne soit pas arrêté, destitué. Mais peu de temps après, ou un peu de longtemps après, ça fait comme piste. Et Bazoum est toujours en prison, et même actuellement déstatué de son statut de diplomate. Tout à fait. Effectivement, la CEDEAO, elle jouait, probablement, l'histoire nous le dira, ce qu'on peut quand même analyser aujourd'hui, c'est que la CEDEAO jouait gros sur l'épisode du Niger, parce que depuis une quinzaine d'années, elle a beaucoup de difficultés à se faire entendre, à être crédible. On parle même de légitimité, puisque tout ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays sahéliens est lié à une volonté souverainiste, encore une fois, je mettrais ça entre guillemets, panafricaniste également, mais une volonté de s'affranchir d'un certain nombre de partenariats, ou en tout cas de redéfinir l'échiquier géopolitique à l'échelle régionale et internationale. Et donc, dans ce contexte, la CEDEAO jouait véritablement sa crédibilité, et c'est pour ça qu'elle a été ferme dès le départ, qu'elle a brandi la menace d'une intervention militaire. Elle s'est dédiée, elle a rebroussé chemin au moment où on commençait sur le plan opérationnel à réfléchir. Un plan d'opération avait été validé par les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO et par les chefs d'État. Donc tout ça avait été entériné, on était en train d'avoir des mouvements de troupes. Et encore une fois, ce n'est pas très clair aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a eu aussi des réticences parce que certains pays savaient ou connaissaient les éventuelles conséquences en termes de politique intérieure s'ils allaient jusqu'à l'intervention. Aujourd'hui, le constat est là, c'est que la CEDEAO est devenue complètement inaudible. Et aujourd'hui, l'élan, ce momentum, comme on dit, il est du côté des juntes des pays sahéliens et plus du tout du côté de la CEDEAO. Maxence, alors que la CEDEAO avait tenu ses sanctions au Niger, au Mali, au Burkina. La CEDEAO n'a jamais sanctionné le Burkina. Le Mali, ouais. Le Burkina a commis 2 coups d'État en 1 an, en 8 mois, mais n'a jamais été sanctionné par la CEDEAO. D'accord. C'est le Mali qui a été sanctionné. Et même le Mali, ils n'ont pas été sanctionnés pour le premier ni pour le deuxième coup d'État. Ils ont été sanctionnés lorsqu'ils se sont dédiés de ce qu'ils sur le calendrier électoral à faire eux-mêmes. Ce n'était pas la CEDEAO qui leur avait donné ce calendrier, hein. C'est eux qui l'avaient défini eux-mêmes lors de leurs assises pour la transition. Et qui sont revenus dessus après pour dire qu'ils veulent faire 5 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'un mandat présidentiel plein. Et c'est là que la CEDEAO a dit non, attendez, il ne faut pas exagérer. Alors maintenant, pour le cas du Niger, il y a eu un rétropédalage et un virage à 360 degrés. Ils ont freiné des 4 fers. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle lecture, du moins, pouvez-vous nous faire par rapport aux pays de la CEDEAO qui ont ramolli devant le coup du Niger? Le week-end qui a suivi le coup d'État au Niger, moi, j'étais à Abuja, lors du sommet de la CEDEAO, dans les couloirs, j'y étais. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu, avec le coup d'État au Niger, il y a eu un vent de panique. Pourquoi? Il y a eu d'abord la Guinée. Alpha Condé est tombé à cause du forcing qu'il a fait pour son 3e mandat. C'est ça que les militaires ont utilisé pour prendre le pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta, il est tombé à cause des élections législatives truquées, mais aussi parce qu'il n'avait pas de résultats contre le terrorisme et que la corruption était galopante. La corruption de ce régime était galopante. Il est tombé. Roch-Marc Christian Kaboré, lui, il n'y a pas eu de problème d'élection truquée, mais son régime avait échoué face au terrorisme, clairement. Il a quasiment avoué son impuissance après la catastrophe de Inata. Et puis, il y avait beaucoup d'allégations de corruption contre son régime aussi. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que depuis 2015, avec les sanctions des Occidentaux contre la Russie après l'annexion de la Crimée, moi, comme je vous ai dit, je suis dans la communauté OSINT. J'ai vu arriver en masse la propagande pro-russe
porté par des activistes bien connus et très chèrement payés apparemment. Et les intellectuels africains ont eu peur d'aller se mêler à la masse. Ils sont restés dans leurs colloques, leurs séminaires et leurs conférences. Ils sont restés dans leur tour d'ivoire. Et puis, la nature ayant horreur du vide, vous avez des parfaits chrétiens, des parfaits ignorants qui sont devenus quasiment des professeurs de l'université Facebook. Voilà. Oui, mais dans tout ça, il y avait aussi les positions non moindres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Oui, non, mais en fait, donc ils ont paniqué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant 10 ans, ils ont laissé notre jeunesse travailler par une propagande qu'ils ont regardée de haut à tort. Alpha Condé, donc je ne reviens pas sur lui, Macky Sall était à la fin de son 2e mandat et s'est tâté pour en faire un 3e. Bola Tinubu venait d'être élu difficilement et face à la chute du Naira, il a pris des mesures d'austérité qui passent très mal. Aujourd'hui encore, il y a des manifestations au Nigeria contre les mesures d'austérité qu'il a prises, notamment la suppression des subventions à l'électricité et au carburant. Ces mesures-là passent très mal. Donc lui, il n'était pas encore bien installé au pouvoir quand tout ça s'est arrivé. Alassane Dramane Ouattara, il était à la fin de son 3e mandat et il s'étale pour un 4e à 82 ans. Vous comprenez? Donc ils se sont dit d'abord la Guinée, ensuite le Mali, ensuite le Burkina, maintenant le Niger. Mais c'est qui le suivant? Ils ont Donc est-ce que Jérôme Piget, c'est ce qui expliquerait les mesures corsées des sanctions, ce que vient de dire Mexon par rapport aux uns aux autres qui se disaient est-ce que ça ne sera pas notre tour? Le putsch, on n'a pas le fusil. En fait, on joue chacun d'entre nous et on fait tout, on pesait de tout leur poids pour que les sanctions soient très élevées contre le Niger. En tout cas, c'est une des raisons qui est claire aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, c'est peut-être le coup d'État de trop. Oui. Il y aura un effet domino potentiel sur, on l'a dit, les pays du Golfe de Guinée, lequel qui sera le prochain sur la liste. Comme Mexan l'a dit, on pouvait quand même un minimum anticiper, analyser ce qui allait se passer, et on ne peut pas dire qu'on tombe des nues aujourd'hui quand on voit ce qui se passe. Donc on ne pourra pas demain, s'il y a, et c'est à ne pas souhaiter évidemment, mais s'il y a une attaque, on voit déjà que le nord de certains nombres de pays, des pays côtiers, on a dit le Togo, le Bénin, le Ghana, c'est des pays qui sont relativement fragiles dans leur front nord, donc cette région transfrontalière avec les pays sahéliens. Donc c'est vrai qu'avec le Niger, on s'est dit si c'est le verrou qui saute, parce que demain, cet espace du Sahel central est sous la coupe de régime de transition et on n'a pas l'impression de voir quelle est la direction que ces transitions sont en train de prendre. En tout cas, on n'est pas en train de se diriger vers la fin de transition, vers un processus électoral. Et sur le plan sécuritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une prolifération de la menace qui est réelle et qui aujourd'hui touche au risque de toucher l'ensemble de la région ouest africaine. Donc on a voulu taper du poing sur la table, mais comme je l'ai dit, on a rétro-pédalé. C'est presque pire aujourd'hui. La CEDEAO est inaudible et la situation politique est volatile et le terrorisme progresse. Oui, mais contrairement au Mali et au Burkina, le Niger a tout de suite mis en place un état d'exception qui lui permet d'avoir les mains libres, la junte a les mains beaucoup plus libres pour un peu faire plus que ne veut, sans contrôle par rapport aux autres pays. Pourquoi c'est-il permis? La CEDEAO avait encore un peu de poids au Mali et au Burkina et en Guinée. Mais au Niger, là, c'est la CEDEAO. Moi, je les rends responsables d'avoir retourné l'opinion, non seulement de la population nigérienne, mais aussi de l'armée nigérienne. Souvenez-vous, les premières heures du coup d'État, c'était limité au périmètre de la présidence là-bas, avec la garde présidentielle. Les Nigériens ont quand même vu plusieurs coups d'État. Ils savent que quand il y a un coup d'État, on sort les engins militaires, on les déploie dans la capitale. Ça ne s'est pas passé. Il y avait même des Nigériens qui manifestaient et qui réclamaient la libération de Bazoum. C'est la dureté des sanctions et surtout la menace d'intervention militaire. Parce que, regardez tous les précédents. On sait quand une intervention militaire commence, on ne sait jamais quand elle va se terminer et comment. Donc, la CEDEAO a eu quelques succès en la matière, mais dans des petits pays, en Gambie,
Sierra Leone, Libéria. Sierra Leone et Libéria, mais c'est les petits pays. Le Niger est 2,5 fois plus grand que la France. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. C'était pas la même chose. D'accord, donc la géographie empêchait un déploiement militaire conséquent. Mais dans ce cas, Jérôme Pigé, comment explique-t-on l'effritement de soutien à Bazoum, que ce soit régional et même hors de la zone CEDEAO? Non, ce qu'on a entendu en off, vous parliez de la rencontre d'Abuja au lendemain de la chute de Bazoum. La réalité, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est que personne n'était prêt à mourir pour le soldat Bazoum. Ça, on l'a beaucoup entendu parce que les gens vont et viennent au gré des aléas politiques. Et aujourd'hui, on manque fondamentalement d'idéologie, de vision stratégique pour la sous-région. Et donc, finalement, les militaires, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a un soutien inconditionnel de l'armée aux putschistes aujourd'hui au Niger. Mais de facto, maintenant, ce sont des régimes qui sont en place. Ils ont pris ces mesures d'exception, donc notamment sur tout ce qui est dépenses liées à la présidence et aux armées, aux forces de défense et de sécurité. Donc ils ont mis une sorte de verrou. Et maintenant, est-ce que on est dans des pays où, et les Sahéliens le disent d'ailleurs tous les jours, hein, on ne voit pas qui va prendre les armes pour aller défendre qui que ce soit. Et on vit dans des conditions relativement précaires, de manière structurelle. Depuis les indépendances. Ça, c'est une réalité qui n'a rien à voir avec le terrorisme qu'on connaît depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans la sous-région. Et la réalité, c'est que personne aujourd'hui n'est prêt à prendre les armes pour mourir pour des idéaux, parce que finalement, il y a cette résilience finalement des populations qui disent nous, de toute façon, on souffrait hier. Même si on n'avait rien contre le président Bazoum, on souffre aujourd'hui, on risque de souffrir demain. Vous avez en revanche des groupes armés qu'on voit, notamment, vous avez parlé de Tinzaouaten tout à l'heure, on voit ce qui se passe au Nord-Mali, on a des groupes comme le FPL au Niger, aux confins du Niger, de la Libye et du Tchad, qui, eux, prennent les armes et ils appellent à davantage de soutien. En dehors de ces groupuscules, il y a peut-être des gens qui pensent que c'est une erreur et ça a plongé davantage le Niger dans le chaos que d'avoir renversé Bazoum. De là à prendre les armes, c'est un autre sujet. Alors, donc, Bazoum oublié? Le soldat Bazoum, il est d'une dignité rare sous nos cieux. Il savait très bien qu'il avait perdu ses principaux soutiens de l'international socialiste comme IBK et Roch Marc Christian Kaboré. Il était entouré de présidents qui sont plutôt de l'international libéral. Ça aussi, ce sont des choses dont on ne parle pas, mais qui pèsent. Vous voyez? Et l'intervention au Niger était trop risquée. Et puis, on a poussé la junte à se raidir au point où, aujourd'hui, c'est très, très difficile de négocier la libération de Bazoum. J'ai eu dire à un moment donné qu'il y avait des négociations en cours et que ça achoppait sur un point. La junte voulait que Bazoum démissionne et qu'il ne quitte pas le pays. Alors que les négociations voulaient qu'il aille dans un pays du Golfe. Ça a chopé sur ça. Peut-être que ça reviendra, puisque maintenant, ils ont fini par aller négocier avec Talon pour résoudre le problème de la frontière que le Niger refusait d'ouvrir. Parce que vous savez, moi, sur ces trois juntes-là, depuis le départ, moi, mon analyse, c'est la suivante. C'est la situation économique qui va les ramener à la réalité. Regardez la Centrafrique. Au bout de 5 ans, elle est revenue dans la communauté. Voilà. Entre-temps, est-ce qu'il y aura moyen de renverser les tendances pour que Bazoum soit rétabli, ou est-ce qu'après la destitution, on verra un procès, même si on ne sait pas sur quoi le procès de Bazoum sera basé? C'est ça le problème, hein. D'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, on a quand même bien du mal à comprendre ce qui se passe. On comprend la manœuvre, hein, c'est de vraiment s'assurer que Bazoum ne sera plus jamais un problème pour eux. Alors certains disent oui, mais vous imaginez, la communauté internationale va réagir si l'on condamne à mort. Bon, la peine de mort, elle n'est pas appliquée quand même depuis plusieurs décennies au Niger, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Réhabilitation de Bazoum, maintenant, ça paraît compliqué. Mais en revanche, il y a quand même un héritage politique. Et il y avait une voie qui était en train d'être tracée par le Niger. Il était
il semblait moins fragile le Burkina et le Mali. La situation maintenant, elle est similaire dans les trois pays, à la différence près, encore une fois, qu'il n'y a même pas une tentative d'assise nationale ou de définir un calendrier au Niger. Donc je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut tendre la main à ces régimes de transition? Est-ce qu'il faut parler? Je pense qu'on parle finalement, si on parle à quelqu'un, c'est à ses ennemis, ça c'est une réalité. La CEDEAO doit véritablement s'interroger sur son devenir politique. Merci beaucoup. On se retrouve, chers téléspectateurs de Global Sud, Télésud, Global Africa Télésud, dans quelques instants pour évoquer cette fois-ci la question sécuritaire ou insécuritaire qui emmène les armées, deux armées du Sahel du Moyen-Est, au cannibalisme. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Mêmes invités, même plateau. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la lutte sécuritaire et de la fragilisation de au moins deux armées du Sahel, de la Confédération du Sahel, le Burkina et le Mali, où on a vu des soldats faire du barbecue humain. En quoi expliquez-vous cela, Jérôme Pignet? Malheureusement, je ne me l'explique pas. Ce que je constate en revanche, c'est qu'on a dans un cercle de violence qui est inouï et qui montre à quel point le travail est encore colossal. Il y a 10 ans, le G5 Sahel a été créé pour mieux articuler les stratégies de sécurité et de développement. Certaines personnes ne se rendent pas compte que vous parlez du G5 Sahel. C'est une réalité, mais il faut reprendre un peu d'historique. C'est eux qui ont, auraient ramené le terrorisme pour mieux contrôler ces pays-là. Si vous en parlez, alors qu'il est facile de parler de la Russie qui est effectivement là, qui a été appelée, qui n'est pas considérée comme un colon du tout. Donc faites attention. Non, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Et encore à 10 ans, on n'expliquerait peut-être pas tout sur les problèmes structurels de développement et en matière d'enjeux économiques dans la sous-région. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un cercle vicieux dans le chaos, dans cette violence. Et rappelons-nous que la communauté internationale essaie d'accompagner, une partie de la communauté internationale essaie d'accompagner ces pays en matière de droits de l'homme, en matière de respect du droit humain international. On constate aujourd'hui que malheureusement tout ça est bien loin. Maintenant, oui, les états-majors et les États en question, les régimes de transition ont condamné ces actes de cannibalisme dans les deux pays. Non, pas tout à fait dans les deux pays, pas tout à fait, pas de la même façon. En tout cas, il y a deux communiqués. Il y a deux communiqués maintenant. Qui ne disent pas la même chose. Qu'est-ce qui va se passer derrière? On sait très bien que tout ça n'est juste un narratif qu'on est en train de pour dire on ne fait pas la sourde oreille, on entend, on observe. Et on traduira en justice si besoin. Mais on sait qu'on en est bien loin. Le Burkina a dit que le Burkina est plutôt à la recherche de ceux qui ont diffusé les images du cannibalisme, de ce barbecue hors norme, plutôt que de condamner l'acte posé, n'est-ce pas? Oui, en fait, les deux régimes ont réagi. Leur réaction était conforme à l'attendu. Parce que quand vous regardez bien, la junte malienne essaie quand même de ne pas être totalement borderline. Elle essaie quand même. Donc, qu'est-ce que le communiqué malien dit? Il condamne ces actes, il dit qu'il y aura des enquêtes et des poursuites, et il essaie de faire croire que c'est un cas isolé. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas un cas isolé. Pourquoi vous dites que ce n'est pas un cas isolé? Quels sont les éléments qui peuvent éventuellement nous montrer que ce n'est pas un cas isolé? Parce que sur les deux vidéos au Mali,
Il y a d'abord le dépeçage, ensuite le barbecue, mais il s'agit de la même personne et des mêmes soldats autour de cette personne qui commet l'acte. Ou les actes. Et cette personne qui opérait était encouragée par ses camarades de la compagnie. Mais il y a eu d'autres vidéos aussi qui sont sorties par la suite. Donc ça, déjà, ça veut dire que ce n'était pas un cas unique. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas un cas isolé? L'unité qui fait ça au Mali, c'est une unité bien connue des forces spéciales qui est composée exclusivement de Dozo et des fils de Dozo, qui sont des super commandos. Enfin, voilà, c'est les Universal Soldiers ou leur Rambo, appelez ça comme vous voulez. Et au Burkina Faso, le régime, par contre, le fait d'avoir condamné et d'essayer de minimiser l'étendue, ça envoie quand même un message aux auteurs pour dire ça là, on défie la communauté internationale, mais on ne peut pas vous accompagner sur ça. Alors qu'au Burkina, le régime a fait comme d'habitude. Il a fait le mort, ce qui, pour ses supporters, est un signe d'approbation qu'il ne peut pas afficher en public. Ce n'est que dans un deuxième temps, quand les images ont fuité et sont sorties du pays, parce qu'ils veulent absolument contrôler toute information qui sort du pays, que là, ils étaient obligés de faire un communiqué. Mais si vous lisez attentivement le communiqué, ce n'est pas les auteurs des actes qui sont recherchés, c'est ceux qui ont fait fuiter les images qui sont recherchées. Vous voyez, l'esprit n'est pas du tout le même. Jérôme Pignet, est-ce que cela en dit long sur l'insécurité grandissante? Parce qu'on se rappelle, il y a 4 ans, pour le Mali, ce mois-ci, il y a 4 ans pour le Mali, le taux d'occupation terroriste était de 4%, aujourd'hui 40%. Pour le Niger, en un an, on est passé de, Maxon nous dira les chiffres, de 59 soldats tués sous Bazoum et à plus de 1000 soldats aujourd'hui. Et au Burkina, c'est encore inchiffrable, beaucoup plus inchiffrable, mais on sait qu'il y a plus de 2 millions de déplacés internes dans le pays et des dizaines de centaines de morts depuis. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce cannibalisme et le degré d'insécurité finalement dans ces pays? Au-delà des actes de cannibalisme, je crois que la question de fond, c'est quand même cette insécurité qui est croissante, qui est grandissante et de manière constante depuis plusieurs années. Les régimes, on en a parlé tout à l'heure, les raisons pour lesquelles les auteurs des coups d'État avaient expliqué comment ils voulaient légitimer leur action, et notamment en disant qu'il n'y avait pas de résultat. La corruption, c'est une réalité, on l'a évoqué, mais sur le plan sécuritaire, même jusqu'au président Bazoum, on a évoqué l'incapacité de l'État à faire face, mais les chiffres sont là. Les statistiques sont là et les tendances, on les connaît. Donc, venir renverser des États sous couvert de la nécessité de reconstruire, de faire monter en puissance les armées, et quand on voit le résultat aujourd'hui sur le terrain, en matière de couverture du territoire, en matière de résultats militaires, opérationnels et tactiques, dans la lutte contre le terrorisme, on se rend compte évidemment que là, le bilan est particulièrement négatif. Alors, je sais que les narratifs sont très bien construits, et au Mali, on parle de la montée en puissance des armées parce qu'ils ont réussi à reconquérir Kidal. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à Tinzaouaten montre bien que finalement, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de combat à l'époque lors de la prise de Kidal, mais c'est ce qu'on entend. Et il n'y a pas eu de reddition non plus. Il n'y a pas de reddition non plus. Les hommes sont partis, les hommes bleus sont partis avec armes. Tout à fait. Et bagages sans qu'il y ait reddition. Et donc là, on a vu que les combats à Tinzaouaten étaient en défaveur. Tout à fait. De l'armée malienne. Les FAMA qui ont peut-être été abandonnés, peut-être lâchés, peut-être mal encadrés, et leurs amis russes qui, finalement, on a bien vu, combattent sur le terrain. Donc ça veut dire que le caractère mercenaire de l'armée, des Russes qui combattent aux côtés de l'armée malienne est établi à présent, alors que les autorités avaient toujours nié la présence de Wagner sur le sol. Ils parlaient d'instructeurs et de formateurs russes, alors qu'un formateur, un instructeur ne combat pas sur le terrain. Une fois qu'on est sur le terrain, on est mercenaire. Je pense que de toute façon que les autorités maliennes ne peuvent pas
ne peuvent plus dire autrement que ce qu'ils ont dit depuis plusieurs années maintenant. Donc la présence de Wagner ou Africa Corps maintenant, puisque le nom a changé, elle est avérée. Que les autorités locales ne veulent pas changer de point de vue, de narratif, ça à la limite on peut le comprendre. Au Burkina, à une nuance près, au Burkina on pouvait imaginer quand même qu'on n'irait pas, pour l'instant on n'a pas de preuves de présence de Wagner dans les combats. Au Burkina, on parle toujours de ses instructeurs. Aujourd'hui, c'est surtout une garde prétorienne. Oui, aujourd'hui, il y a plus Africa Corps au Burkina que Wagner. Mais Wagner, on n'a pas vu de changement opéré entre Wagner et Africa Corps au Mali. On n'a pas... Non, ce qu'on observe, c'est une violence inouïe dans les combats, aucun respect pour la question des droits de l'homme, et c'est pour ça que je disais que c'est là où le bas blesse, parce que la communauté internationale, mais comme on l'a vu en Centrafrique, comme on l'a vu ailleurs en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que la communauté internationale essaye d'accompagner les États sur des principes dits universels, mais aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que cette histoire de cannibalisme ou la manière la plus simple de tuer des civils sans forme d'aucun procès. On a beaucoup reculé ces dernières années en matière de droits de l'homme, en matière de liberté individuelle et dans le combat contre le terrorisme, encore une fois, mais qui est un aspect d'une matrice beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. On se rend compte que le bilan est très maigre, pour ne pas dire négatif. Alors, mais en fait, on a parlé tout de suite de Wagner, mais on a vu un drapeau, le drapeau ukrainien, après le combat de Tinéouazaten sur les réseaux sociaux. Alors, quand nous avons approché les différents groupes armés indépendantistes, ils ont dit que c'était un drapeau qu'eux-mêmes avaient filmé en Mauritanie, il n'y avait pas d'Ukraine. Et les gens doutent qu'il y a effectivement des drapeaux ukrainiens, il y a des soldats ukrainiens au Mali, mais le fait d'évoquer Ukraine face à la Russie ne vous rappelle pas un autre champ de bataille, le Soudan, où les deux armées sont présentes aux côtés d'une et de l'autre faction? Comme je vous le disais tout à l'heure, la Russie est arrivée au Sahel là-bas dès 2015. Mais les gens regardaient ailleurs. Nous, on voyait, nous qui surveillons l'espace médiatique et des réseaux sociaux, on a vu, on a alerté. Le président Roch-Marc Christian Kabore, comme le président Bazoum, je les ai alertés personnellement. Mais ils ont sous-estimé. Donc, et la Russie est allée là-bas pourquoi? Pour emmerder les Occidentaux qui l'emmerdent en Europe. C'est tout. Donc, à un moment ou à un autre, clairement que l'Ukraine allait être invitée. Mais de ce que je sais, pour le moment, il n'y a pas un seul soldat ukrainien au Mali, au nord Mali là-bas. Par contre, il y a des contacts. Et puis, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens sont des anciens soviétiques comme les Russes. Hein. Donc la propagande, ils savent faire aussi. Voilà. Est-ce qu'il serait de bon augure que, alors qu'on a dit que les Russes sont des néocolons, que l'Ukraine vienne sur le théâtre de guerre au Mali et qu'ils ne soient pas qualifiés de la même chose? Ou est-ce que c'est normal que chaque camp essaie d'inviter un des deux camps, russe et Ukraine? Oui, puisque les ennemis des ennemis sont potentiellement des amis. Moi, je pense que tout ça n'augure rien de bon, dans le sens où on vit véritablement une internationalisation de ces formes de conflictualité et de violence armée. Oui, on aurait bien du mal demain à justifier... alors oui, qu'il y ait des contacts, les vérifications sont en cours, hein, c'est ce que disent les gens autorisés. Qu'il y ait ou non des Ukrainiens aujourd'hui sur le terrain, en tout cas des échanges, on sait qu'il y en a eu depuis le Mali. Est-ce qu'il y en aura au Niger? Ça, on ne sait pas, mais on peut imaginer que ça donne des idées aux uns et aux autres. Mais c'est vrai que c'est Mais depuis Dakar, quand même, l'ambassadeur ukrainien a dit qu'ils ont participé en matière de renseignement en faveur de... Moi, je ne peux pas l'attester aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une guerre de la communication. On le saura d'une manière ou d'une autre assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que, est-ce que c'est normal? Je dirais peut-être pas, j'utiliserai pas la normalité. On est dans un contexte chaotique qui n'est plus normal. En revanche, c'est le propre des relations internationales où chaque camp doit se forger, doit aussi réfléchir à comment élargir les partenariats. Et c'est vrai que la situation du Nord Mali pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble du Sahel central. Donc forcément, comme je le disais, l'ennemi de mon ennemi est potentiellement mon ami. Affaire à suivre.
Alors, ce cannibalisme, ce barbecue humain par des soldats maliens et burkinabés, est-ce que c'est un acte rituel ou isolé, Mexon Somé? Moi, j'ai une double lecture de ça. Ça a commencé au Mali, ça s'est retrouvé au Burkina dans le discours officiel où il y a un narratif pour décrédibiliser complètement les droits de l'homme et où les exactions contre les populations civiles sont justifiées. Il y a tout un narratif pour justifier ça. Au Burkina, le niveau de déshumanisation et de chosification de ceux qui sont désignés par le régime comme des ennemis est ahurissant. Ahurissant. Donc, ça fait que tous les criminels de guerre au Burkina sont totalement désinhibés. Et ça se retrouve même dans le comportement des supporters de ces régimes-là sur les réseaux sociaux. Ils sont totalement désinhibés. Maintenant, il y a le fond culturel qui est là. Dans nos pays, nous, Africains, il faut qu'on ait le courage de nous dire la vérité et de dire la vérité sur nous-mêmes au reste du monde. Nous savons très bien que les pratiques occultes n'ont jamais disparu dans nos pays. Oui, mais quand même, ça fait depuis 2012 pour le Mali que cette lutte contre le djihadisme a commencé, que les armées sont sur le terrain, rejointes par le Burkina en 2015 et plus tard. On ne glorifiait pas encore. Mais on n'avait pas vu d'actes cannibalistes filmés et exposés. Mais parce que la violence est une spirale. La violence est une spirale, c'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure, c'est une spirale. Nous sommes arrivés à un niveau de violence et avec un discours de justification des crimes dans nos pays que les criminels sont totalement désinhibés. Pour le moment, c'est les actes de cannibalisme qu'on a vus, mais je ne sais pas, on va peut-être voir des choses pires que ça encore. Puisque, en fait, c'est ça le danger quand on abaisse les barrières morales et éthiques dans un pays. Après, il n'y a plus de limites. C'est une réalité, d'autant plus que vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure, mais on le voit dans les boucles WhatsApp, dans les boucles fermées aussi, dans les discussions. C'est-à-dire que si vous venez mettre le doigt sur les violations des droits de l'homme, c'est que nécessairement vous êtes contre le régime. Et c'est des choses qui sont reprises par des citoyens lambda dans des discussions fermées, où on dit mais on est dans une période de guerre et il faut laisser cette montée en puissance. On entend vraiment des choses complètement... Il faut accompagner, on entend des choses ahurissantes. Sinon, on est c'est que vous êtes contre... Entre guillemets, apatride, ou vous n'êtes pas du tout... Vous êtes contre le développement de l'Afrique au profit du soutien à l'Occident. En fait, vous êtes des traîtres. Voilà, si vous n'êtes pas dans l'accompagnement, vous êtes tout simplement des traîtres. Voilà le discours qui en ressort. Nous allons nous arrêter là pour le moment. On revient dans quelques minutes, quelques secondes sinon, pour aborder la dernière partie de notre émission sur Global Africa Télé Sud. Tumulte. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Bienvenue sur notre plateau avec Jérôme et Mexon pour cette fois-ci constater l'impuissance des droits de l'homme, l'impuissance de la CEDEAO, l'impuissance des réseaux des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, pour laisser champ libre à des putschistes qui sont venus sans proposer de perspective, parce qu'on n'en voit pas, et que les peuples sont divisés entre soutien à l'insoutenable, surtout aux armées venues par putsch, et qui acceptent le fait de soutenir les putschistes au détriment de la démocratie qui, même si elle n'est pas parfaite, elle reste le seul dénominateur commun à la participation des peuples à accepter ou non un régime. Alors, voici là où nous en sommes. Avez-vous fait le même constat, Jérôme Pignet ?
Oui, parce que ce qu'on observe quand même sur le terrain, c'est que depuis des années, il y a un certain nombre d'ONG, ou même le Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, qui a voulu accompagner les armées, pas seulement sur le plan capacitaire, en termes d'infrastructure, etc., mais aussi sur la question de l'éthique et de la déontologie donc, dans les armées. Et force est de constater que tout ça est bien loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que ce soit du côté des ONG ou des projets pour repenser la confiance, la cohabitation sur le terrain entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Tous les jours, vous pouvez vous balader dans n'importe quel pays de la sous-région, vous aurez aujourd'hui des programmes par les Nations Unies, par les partenaires techniques et financiers pour essayer de recréer du lien. Mais recréer quel lien aujourd'hui au vu de ce chaos ambiant? Donc c'est un échec de la part de la communauté internationale qui n'a pas réussi à accompagner. Je ne dis pas que des fois il y a une inadéquation entre ce qui est proposé par la communauté internationale et les réels besoins, que ce soit au niveau de la société civile, en matière de genre, en matière d'éducation, etc. Mais sur ce volet spécifique qui est la question des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme, c'est un échec, et je le disais sur d'autres antennes il y a quelques jours, mais c'est pas un échec seulement de la communauté internationale, c'est un échec de la coopération entre l'Europe, mais c'est pas seulement l'Europe, mais parce qu'on fustige d'abord la France, mais entre le Nord et le Sud. Et à l'aune de tout ça, c'est vraiment le paradigme de la coopération Nord-Sud qui doit être repensé. Peut-être par le biais aujourd'hui de ce constat en matière de droits de l'homme, mais malheureusement, c'est de manière généralisée aujourd'hui qu'il y a un échec de la coopération Nord-Sud. Échec de la coopération Nord-Sud, dit Jérôme, mais aussi peut-être que le monde, parce que c'est ce que nous voyons là-bas, est-ce que ce n'est pas finalement comme les battements des ailes de papillon qui aura des conséquences à 7000 km d'ici, qui montrent, c'est-à-dire on constate l'échec mondial dans ce phénomène qui n'est pas que sahélien, qui devrait concerner le monde entier. Faites-vous le même constat ou pas, Mexan? Je fais plus que le même constat, parce que moi, quand je vois le narratif alternatif qui émerge au Sahel, j'ai dit merci Donald Trump. C'est Donald Trump qui a légitimé, vous vous rendez compte, le président de la première puissance du monde, il a légitimé les faits alternatifs. Voilà. Et ces gens-là voient que, malgré tous ces excès, ces supporters MAGA lui sont d'une fidélité sans faille. Ah, vous faites le rapprochement, mais moi, j'ai fait le parallèle avec le soutien Afrique, des peuples du Sahel, de certains peuples du moins. En culture, quand même, le mensonge n'était pas très bien vu, quoi. Bon. Vous voyez, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la présence de Wagner au Mali. Même quand Poutine, même quand Lavrov, même quand Prigojine le confirme, la jeune malienne continue sur sa vérité alternative. Donc, en fait, les antivaleurs sont devenues une norme. Non, mais nous sommes dans un monde de chaos où chacun choisit le narratif qui lui convient. C'est tout. Aujourd'hui, au Burkina, sur une simple dénonciation potentiellement calomnieuse, donc sans vérification, on peut aller raser un village. On peut aller vous kidnapper en plein Ouagadougou et vous tombez dans un trou noir où plus personne ne sait où vous êtes, ni la justice, ni personne, ni votre famille, ni personne. Et les cas se multiplient. Cette semaine, il y en a eu encore 3 ou 4, comme ça, dont un militaire. Donc, et à partir du moment où les gens ont besoin de sens, à partir du moment où on les a convaincus que les droits de l'homme, l'état de droit, tout ça, c'est les instruments que l'Occident utilise pour maintenir nos pays sous domination. À partir de là, on se met en porte-à-faux avec tout ce qui est état de droit. Jérôme, est-ce que ce que vous venez tous les deux de dire, Mexan et vous, confirme qu'on s'éloigne de plus en plus de la perspective de voir Bazoum rétabli dans ses droits? Non, bien sûr que ce soit, je crois malheureusement que c'est plus vraiment un sujet. Le sujet, c'est comme Mexan l'a dit tout à l'heure, c'est le courage de l'homme et cette hauteur d'esprit d'un homme qui, par conviction, n'a toujours pas démissionné au péril de sa vie et de celui de sa femme. Ça, c'est un peu le premier point. Deuxièmement, surtout au-delà des personnes, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont plus des personnes qui peuvent faire l'État et qui seront des sauveurs. C'est collectivement qu'on arrivera à régler les problèmes.
qui sont, encore une fois, qui sont structurants et où le terrorisme est venu juste sur un lit qui était déjà particulièrement favorable. Ce qui est important, c'est l'avenir de la démocratie, peu importe la définition qu'on veuille donner à la démocratie, parce qu'on entend bien tous les débats de dire est-ce que la démocratie en Afrique, oui ou non. C'est l'avenir de la démocratie pensée par les Africains. L'avenir de, là, à très court terme, il y a une dimension quand même sécuritaire et militaire. On ne pourra pas stabiliser aujourd'hui le Sahel central et potentiellement les risques de prolifération de la menace sur les pays côtiers demain sans une stratégie militaire qui doit être accompagnée d'une stratégie politique. Aujourd'hui, le chaos, il est à ces deux niveaux. Il est politique, il est évidemment économique. Et il est militaire. Donc c'est la difficulté aujourd'hui pour ceux qui ambitionneraient de proposer une alternative à l'AES, que ce soit dans 6 mois ou dans 5 ans, il faudra réfléchir à ces deux niveaux-là. Et pour l'instant, on ne voit pas véritablement de réflexion poindre sur ces dynamiques-là. Maxent, on sait qu'un président non élu qui n'est pas président de la République ne peut pas engager son pays dans la levée de fonds. Et donc, l'économie sera par terre. On en voit les signaux. Au Mali, tout dernièrement, il a manqué de kérosène. La lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire sans argent parce que dès que le vis-à-vis sait que vous ne pouvez plus, vous avez des limites, ils peuvent se dire que vous manquerez de carburant, vous manquerez de pièces détachées, vous manquerez d'argent à entretenir vos matériels. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui a poussé un peu les gens à prendre cette initiative à faire à Tenneso-Athènes en se disant qu'ils ont aujourd'hui économiquement limité, ils ont des moyens limités, nous pouvons foncer et agrandir notre arsenal de guerre en reprenant pour nous le matériel militaire de Wagner et des femmes. C'est là où la communauté internationale n'aide pas les pays du Sahel central, hein, parce que on peut reprocher tout ce qu'on veut à l'Occident, mais vous regardez, eux, ils ont toujours des considérations humanitaires. Et même quand ils ont arrêté l'aide publique au développement et l'appui budgétaire dans ces pays-là, ils ont continué l'aide humanitaire. Or, moi, je suis convaincu que c'est en fermant tous les robinets que ces régimes-là vont tomber. Parce que, vous savez, quelqu'un qui vit à Ouaga ou à Niamey, vous pouvez aller raser Tenneso-Athènes et aller lui raconter que tout va bien. S'il n'est pas directement concerné, et comme par ailleurs vous avez verrouillé l'information, muselé la presse, mais il va vous croire, il n'a pas d'autre choix. Vous avez interdit les médias internationaux, vous avez muselé la presse locale, aucune information ne fuite, les gens sont obligés de vous croire puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de vérifier. Mais vous ne pouvez pas faire croire à quelqu'un dont le ventre crie famine que son ventre gargouille parce qu'il fait une indigestion pour avoir trop mangé. Vous voyez? Donc, moi, je pense que si la communauté internationale veut vraiment nous aider, il faut que la Banque mondiale et le FMI arrêtent de continuer à donner de l'argent à ces régimes-là. Oui, mais on voit que l'allié russe ne contribue pas financièrement aux côtés du Burkina, du Mali et du Niger, ni en termes de dons de carburant nécessaires à la lutte contre le terrorisme. En quoi peut-on expliquer ça? Non, mais bien sûr, je pense que le positionnement russe aujourd'hui, qui, comme Maxent l'a dit, avait notamment vocation à déstabiliser, et parce que le terreau, encore une fois, était fertile, on n'a toujours pas vu la couleur du rouble au Sahel, et on ne le verra pas. C'est une réalité, mais entre-temps, il se passe des choses, et on est dans une descente vers un abîme qu'on ne contrôle plus, et pour l'instant, ce sont quand même des femmes et des hommes sahéliens qui meurent tous les jours. De par les groupes armés terroristes ou pire, de par le manque de soins. Oui, donc c'est la question sécuritaire et puis c'est l'accès à l'éducation. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité économique, hein, tout ça qui rentre en compte. Exactement. Donc là où je serais peut-être moins catégorique, c'est sur, effectivement, si on voulait complètement couper ces régimes pour les asphyxier, ce serait terrible. Premièrement pour les populations, mais quoi qu'il arrive, malheureusement, il y a une fenêtre aujourd'hui justement où la Russie se positionne et d'autres demain peuvent se positionner. Quand on voit cet élan qu'il y a aujourd'hui autour de cette confédération des États du Sahel, si le projet venait à vraiment devenir opérationnel, avec une stratégie, avec des programmes, avec des demandes, avec une relation, avec des partenaires techniques et financiers,
même si la communauté internationale venait à se couper complètement de ces régimes-là, mais c'est d'autres qui vont s'engouffrer davantage. La Russie n'a certainement pas les moyens d'avoir une politique financière et économique à la hauteur de sa déstabilisation qu'elle arrive à mener aujourd'hui au Sahel. Mais vous avez d'autres pays qui sont dans une alternative et qui ne sont pas considérés comme des pays occidentaux. Et on voit les Turcs aujourd'hui, on voit les Qataris, qui eux ne vont pas suivre l'Occident, où il faudrait un embargo à la hauteur de ce qu'on a vu dans d'autres régions du monde, comme l'Iran, etc. Je ne crois pas, et on l'a dit tout à l'heure, les Occidentaux ont d'autres problèmes. Il y a l'Ukraine, aujourd'hui il y a les JO à Paris, il y a encore il y a la problématique du Covid dont on n'est pas encore complètement sorti, ni d'un point de vue sanitaire, ni d'un point de vue d'ailleurs économique et financier. Donc malheureusement, aujourd'hui, la réalité c'est quand même que pour une partie de l'Occident, cette partie de l'Afrique ne peut pas être la première des priorités. Le doyen du test Wagner en Afrique au sud du Sahara, c'est bien sûr Touadéra, mais on a vu qu'en 6 mois, il est venu 2 fois en France, on a vu qu'il se rapprochait des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'il a montré les limites de la coopération avec Wagner, avec la Russie, non, Wagner plutôt, et qu'il est revenu dans le rang avec la communauté internationale? Est-ce que les autres aussi pourront, les Sahéliens pourront à la longue suivre l'exemple de Touadéra ou pas? Madame, la Russie, contrairement à ce que ces jeunes fait croire aux jeunes, est notre partenaire militaire depuis les années 60. L'URSS puis la Russie a toujours été le premier vendeur d'armes en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armes plus rustiques, plus adaptées à notre environnement. Et moins chères. Et à notre personnel militaire aussi. Et à notre budget, adapté aux budgets africains. Il faut voir le niveau d'instruction de la troupe. Hein. Parce que nos armées, vous voyez les officiers, mais il faut aller voir le niveau. Vous avez des soldats qui ne savent pas lire une carte d'état-major. Donc la Russie a toujours été notre partenaire sur le plan militaire, sur le plan des livraisons d'armes. Par contre, la Russie n'a jamais été un partenaire de développement et elle n'en a pas les moyens. Vous vous rappellerez encore des chasse-neige que Brezhnev avait offert à Sékou Touré. Bon, donc ce n'est pas sa vocation, elle ne sait pas faire. Donc, économiquement, la coopération avec la Russie ne peut pas remplacer la coopération avec les PTF traditionnels. Maintenant, il y a des PTF émergents comme la Chine, comme le Qatar, comme la Turquie, comme l'Iran. Et peut-être aussi le fait de faire maintenant G21 pourra ouvrir plus de fenêtres pour exprimer la vision africaine et pouvoir peut-être engranger quelque chose au bénéfice de tous, certainement. En tout cas, moi je pense qu'on a des régimes qui ont une vue à court terme et qui se disent que pour l'instant il y a une alternative. Et ce qu'on peut leur reprocher, parmi tant de choses, c'est justement ce manque de vision, puisqu'on parle de panafricanisme, de souverainisme. Aujourd'hui, c'est comment conserver ce statu quo, et puisqu'ils ont des interlocuteurs, ça peut encore durer un moment. Maintenant, repenser tout un échiquier international en matière de coopération, j'y crois beaucoup moins, mais encore une fois, je pense qu'il y aura quand même des stigmates à cette période de chaos qui peut encore durer malheureusement plusieurs années. Oh. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme qui pense que le lit du chaos est encore fait, bien dressé, bien drapé pour plusieurs années, où il y aura une faille, parce que de plus en plus on parle de mésentente entre les membres du junte au Mali, par exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir un revirement ou un coup d'État du palais je suis totalement en phase avec Jérôme sur cette affaire-là. Moi, je pense malheureusement qu'on va mettre 10 ans à peu près, d'après mes estimations, à sortir de cette mésaventure-là. Et je pense qu'il y aura beaucoup de séquelles, parce que dans nos pays, tant que vous vous portez bien physiquement, personne ne s'inquiète de votre état mental. Mais on aura combien de gens traumatisés, détraqués, que ce soit les populations civiles qui sont victimes, mais que ce soit les militaires aussi qui sont confrontés à l'hyperviolence. On aura combien de malades mentaux dans nos sociétés? D'accord, on fera le bilan certainement dans quelques années, dans quelques mois ou quelques semaines. Souhaitons que ça soit le plus court possible. Et c'est sur ces notes d'espoir que nous allons clôturer notre émission, où il y avait sur le plateau, oui, Maxence Sommet, membre de plusieurs think tanks africains, et Jérôme Pignet,
qui est du club de réflexion, réseau de réflexion stratégique sur le Sahel, sur la sécurité au Sahel. Voilà, nous nous retrouverons très prochainement pour d'autres aventures tumultueuses, dont Tumulte sur Global Africa, Télésud. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Télésud. Merci.